L'arnaque des formations, l'arnaque à la mode, l'arnaque en ligne. C'est de ça qu'il s'agit. De quoi on va parler? On va parler de comment vous aimez passer pour des cons, CONS, en payant pour vous faire arnaquer et finir en mode CONS con. Et oui, quand on s'est fait arnaquer, on se sent con, on se sent naïf, on se sent bête. Parce que quoi? On s'est fait hacker le cerveau par un autre être humain comme nous. Par plus jeune, par moins jeune, par plus doué, par plus, je sais pas moi, par plus expérimenté que nous. On s'est fait berner. Alors on passe pour des gros naïfs et le pire, c'est que on a tendance à se taire. Et pourquoi on va se taire? Parce qu'on a honte. On a honte de montrer, de raconter à quel point on a été bête, on a été con. Un jour, ma grand-mère me raconte une histoire. Elle me raconte l'histoire de deux voleurs. Deux voleurs qui sont allés euh, pour cambrioler une maison. Alors, le premier voleur essaye de mettre la main, de passer la main par la fenêtre pour la forcer. Pas de chance pour lui, le propriétaire de la baraque ne dormait pas. Ce dernier, entendant des chuchotements derrière sa fenêtre, s'est discrètement levé et parti chercher une machette. Il est venu, il a positionné, il a continué d'écouter. Alors, quand le voleur glisse sa main dans la fenêtre pour enfin réussir à l'ouvrir, bam! Le propriétaire a coupé la main du voleur. Alors, comme il faisait nuit noire, le voleur, qu'est-ce qu'il a fait? Surpris par ce qui se passe, il fait noir. C'est un quartier assez calme. Il ne veut pas attirer l'attention parce que l'histoire se passe au Cameroun. Et ceux qui connaissent le pays savent que un voleur qui se fait pincer va finir sous les coups des habitants et va mourir sous les coups des habitants. La justice ne faisant pas son travail la plupart des fois, les voleurs ne sont donc pas amenés en justice pour se faire condamner. Alors, ils subissent la justice populaire. Bon ou mauvais, c'est pas notre propos, on dit juste les faits. Et donc, le mec, il a donc préféré ne pas crier pour ne pas attirer l'attention. Au lieu de, de dire à son ami, bah, écoute, je pense qu'on va renoncer à notre projet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le silence, il a dit à son ami, parce que comme il faisait noir, son ami n'avait pas bien vu ce qui se passait. Lui, il était évidemment occupé à guetter pour voir si quelqu'un allait les remarquer. Donc, il n'avait pas vu que son copain avait retiré sa main précipitamment, enfin son bras précipitamment, et qu'il saignait. Donc, son copain se tourne vers lui avec un grand sourire, lui dit, écoute, on va inverser les rôles. Moi, je vais aller faire le guet et toi, tu vas aussi essayer d'ouvrir la fenêtre. Comme ça, bah écoute, peut-être tu y arriveras plus facilement que moi parce qu'honnêtement, je sens que j'étais presque arrivée, mais ça ne s'aide pas. Le copain, ok, il n'y a pas de problème. L'autre s'est mis à faire semblant de faire le guet. Le deuxième voleur s'approche de la fenêtre et le proprio, qui entendait toujours des chuchotements, savait qu'il n'était pas parti. Il était toujours prêt à intervenir. Le deuxième voleur passe sa main dans la fenêtre pour essayer de l'ouvrir et bam, la, la deuxième main est coupée et, et le deuxième voleur se retire précipitamment le reste du bras qui reste. Alors il se tourne vers son copain. Lui aussi s'interdit de crier évidemment pour ne pas réveiller les habitants. Et il dit non, on ne peut pas ouvrir la fenêtre, je me suis blessé, le propriétaire était manifestement réveillé, il m'a coupé la main. Et l'autre, de lui montrer aussi sa main coupée, lui dit, bah, écoute, moi aussi j'ai la main coupée, mais moi je ne voulais pas me retrouver tout seul à subir les dégâts. Je ne voulais pas me retrouver tout seul à subir les dégâts alors que nous sommes deux voleurs. Alors ils se sont mis à se chamailler, impossible d'aller évidemment à l'hôpital puisqu'ils avaient peur que le propriétaire, avec leurs deux mains qui sont tombées du côté de sa fenêtre, allait probablement aller se plaindre en justice et que eux, s'ils se rendaient à l'hôpital, ils allaient se faire pincer. Donc ils sont retournés au quartier se débrouiller. Qu'est-ce qui leur est arrivé? On n'a plus été au courant de la chose. Toujours est-il que je parle de cette histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? On apprend que quand on s'est fait pincer, c'est-à-dire quand on a été victime de méfaits, quand on est tombé dans un trou, la plupart d'entre nous ne viennent pas dire
pourquoi ils sont tombés dans ce trou et pourquoi les gens ne doivent pas aller tomber dans le même trou. Comme le voleur, la plupart ont tendance à se dire, je me suis fait avoir, j'ai eu mal, mais je me tais, je continue mon chemin. Surtout dans notre population africaine, on a tendance à banaliser les choses que les gens nous font. Là, c'est un voleur qui se fait couper la main parce qu'il partait voler, ok, mais ça pouvait aussi être quelqu'un qui part en Afrique et qui se fait avoir et qui revient donc dans son pays d'accueil, la France, la Belgique, la Suisse ou les États-Unis ou la Chine, et qui ne dit rien. Nous, on est là pour dire, voilà, on s'est fait avoir à ce niveau-là, n'y allez pas. On s'est fait pincer, voilà comment on s'est fait pincer, n'y allez pas. Ne soyons pas ces gens qui, comme le voleur, envoient les autres se faire couper la main, alors qu'on peut alerter. Venez dire là où on vous a fait mal, venez dire là où on vous a brisé, venez dire là où vous avez échoué, pour que les autres n'y aillent pas. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, on a tous survécu parce que nos ancêtres se sont battus pour que nous soyons là, pour que nous soyons libres, pour que nous continuions les combats, entre guillemets. Alors, c'est pour ça qu'on parle des arnaques en ligne. Et moi, aujourd'hui, je dis, voilà, j'ai été victime d'une arnaque et je vous raconte les détails. De bruit. Mais les gens comprennent ça comme si c'est l'argent et ceux qui ont l'argent. Et c'est pour ça qu'ils commettent l'erreur, c'est-à-dire qu'ils se disent que si tu parles de ce que tu fais, tu n'auras plus l'argent. Ou si tu parles de ce que tu fais, tu vas perdre de l'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'activité et l'opportunité qui comptent. Je vais vous prendre un exemple. Si je vous prends une entreprise comme Amazon, la plupart des gens savent que Amazon c'est un site internet où les gens achètent des produits, achètent des services, ce qui est vrai. Mais beaucoup de gens ne savent pas que ce n'est pas l'activité qui rapporte le plus d'argent à Amazon. Ce qui rapporte le plus d'argent à Amazon, c'est des services dans le cloud. De vente en ligne, c'est la logistique, ce n'est pas le site. Parce que quand quelqu'un va venir commander, comment tu fais pour livrer? Exact. Comment tu fais pour livrer à temps? Si tu es en Afrique, comment tu fais pour assurer le service après-vente? Ça veut dire que quelqu'un a été livré, n'est pas satisfait, il faut récupérer le produit. Comment on fait? Mais c'est un service, c'est un business de logistique. Ce n'est pas le business juste de prendre les produits en ligne. On a souvent les coupures d'électricité. Donc au niveau de la logistique, c'est un casse-tête africain. Pour le coup. Tu n'as pas préparé la logistique qu'il faut. Je prends un autre exemple. La plupart des entreprises qui vendent le chocolat, ce n'est pas le chocolat qui leur apporte plus d'argent. Mais c'est plutôt l'huile de cacao qui coûte très cher et qu'on utilise en cosmétique pour faire des huiles corporelles. Où quelqu'un va dire je fabrique les biscuits, je fabrique les bonbons, je fais les arachides, je fais le faux lait, je fais les yaourts, je vends le pain avec les œufs, ça il y a. Tu vois, ça il y a, c'est partout. Il y a ça partout. Mais quelqu'un qui vient dire moi je creuse les puits de pétrole, je prends le pétrole, je vends, c'est rare. Il n'y a pas. Il n'y a pas un documentaire où quelqu'un dit moi je suis un expert de la contrefaçon. Moi je prends les produits, je fabrique, j'écris Coca-Cola et je vends. Il n'y a pas de documentaire comme ça. Et même s'il y a, c'est à visage caché. On met le masque sur le visage et on parle en changeant la voix. Alors que la contrefaçon, c'est le principal moyen de gagner de l'argent par ceux qui font les business de nuit, ce qu'on appelle ici les maquis. Parce que pour réellement gagner de l'argent avec un snack, par exemple, il faut faire la contrefaçon. C'est plus de 85% de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand vous allez aller dans un snack, vous voyez un whisky qui coûte 85 000. Vous achetez, vous buvez. Mais en réalité, la plupart des fois, ils ont fabriqué ça eux-mêmes. Et le coût de production, parfois, c'est 3 500. Les médicaments, la contrefaçon dans les médicaments est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a des médicaments qui n'ont aucun principe actif. Ça veut dire que vous achetez le paracétamol, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est de la farine, juste. Si vous achetez le paracétamol, comment vous faites pour savoir si c'est la farine ou le paracétamol? Vous ne pouvez pas savoir. Parfois, le principe actif est en quantité inférieure par rapport à ce qui est écrit sur la notice. Ça veut dire que vous achetez le paracétamol 1 gramme, mais en réalité, à l'intérieur du comprimé, c'est 200 mg. Vous allez faire comment pour mesurer? C'est pour ça que parfois, vous avez des problèmes de santé, vous buvez un bon médicament, mais vous ne guérissez pas. Oui, ça arrive tout le temps. Vous buvez le bon médicament avec la bonne prescription, mais vous ne guérissez pas. La maladie s'aggrave même plus tôt. Et ça entraîne même des résistances. Vous êtes en train de boire des doses qui ne sont pas appropriées. Mais les autres gagnent de l'argent avec ça. Personne ne va venir dire dans un documentaire, moi je m'enrichis grâce à la contrefaçon des médicaments. Personne ne dit ça. Il faut retenir que la contrefaçon des médicaments est très dangereuse. Du côté patient, en tout cas. Du côté patient, en tout cas. Et c'est souvent, ce business est souvent un business juteux entre les mains
des mafias. Je peux même dire que si on fait des recherches sur Internet, on va constater que la contrefaçon des médicaments rapporte plus que la contrefaçon que le commerce de la drogue, voire même du sexe. Tellement c'est énormissime. Je ne dis pas d'aller faire ce genre de business, hein, je dis juste que si vous y êtes, sachez que vous êtes du côté obscur de la vie. Allez, on continue. C'est pour ça qu'on dit que l'argent, c'est caché. L'argent ne fait pas le bruit. C'est pour ça qu'on dit ça. Parce que les vraies activités qui font réellement gagner beaucoup d'argent, on n'en parle pas. On parle de ce qui ne marche pas. On parle de ce qui ne marche pas. Si vous voyez, on fait déjà les documentaires dans un domaine, ça veut dire que ça ne marche pas. Ou ça veut dire qu'on veut vous orienter ailleurs. On veut vous pousser à faire ce qui ne marche pas. C'est pour ça que c'est aussi une technique de marketing. C'est pour ça que si vous vendez des produits et des services, vous devez toujours avoir beaucoup de produits et beaucoup de services que vous vendez. Ils ne sauront pas ce qui marche. Ils ne sauront pas. Parce que si tu as un seul produit et tu communiques dessus tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dire que donc ça marche. Il y aura donc 500 personnes qui vont commencer à faire le produit là et tu es en train d'envoyer 500 nouveaux concurrents sur le marché. Et ça va commencer à marcher de moins en moins. Par contre, si tu as 100 produits sur le marché, ou 50, ou 10, tu choisis les deux les moins performants et tu communiques dessus tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se ruer dessus et ne vont pas savoir ce qui marche, qui va continuer de marcher avec un nombre de personnes réduit, c'est-à-dire produire plus d'argent. Eh oui, ma grand-mère m'en avait parlé aussi. Paix à son âme, elle est décédée aujourd'hui. Hein. Elle m'avait dit, c'était une grande commerçante, et elle m'avait dit, en business, tu ne dois pas parler des produits que tu vends qui marchent. Si on te pose la question, tu dis, ah, ça ne marche pas, je ne suis là que pour la gloire, j'achète ça parce que les gens me demandent, mais je n'ai pas de marge vraiment dessus. Et effectivement, c'est ce qui ne marche pas que tu présentes comme produit phare, qui passe très bien. Elle est décédée, elle avait 93 ans passés. C'est pour vous dire que nos mamies, même quand elles n'ont pas été à l'école, des fois, elles avaient des connaissances qu'on enseigne dans les grandes écoles. En tout cas, les produits au niveau de la gestion ont souvent des noms au niveau marketing ou au niveau des entreprises. Vous avez le produit vedette, celui que vous mettez en avant. Vous avez la vache à lait, celui qui vous rapporte véritablement beaucoup d'argent et qui n'est pas mis en avant, ou alors sur lequel vous ne communiquez pas dessus. Alors, le modèle de Porter, c'est un économiste qui a un petit peu expliqué avec sa matrice BCG, son entreprise. Donc, les produits sont à mettre en 4 catégories. Vedettes, donc les produits qu'il faut continuer à développer. La vache à lait, donc les produits principaux qui rapportent beaucoup en investissant un peu d'énergie dessus. Et donc, vous avez aussi les produits, le dilemme. Les produits dilemme, donc, est-ce qu'il faut investir ou pas? Il faut continuer à faire des recherches sur ces produits-là pour savoir s'ils peuvent être rentables ou pas, ou s'ils peuvent être rentables un jour ou pas. Les poids morts, les produits poids morts sont à abandonner, c'est-à-dire ceux qui sont victimes de leur succès, qui ont eu beaucoup de concurrence et qui ne se vendent plus très bien, ou vous perdez de l'argent, qui sont démodés, qui sont boudés, etc. Donc, c'est très intéressant en matière d'économie d'avoir un petit peu des notions. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les mensonges sur Internet sont des pièges à con, C-O-N-S, des pièges à con. Pourquoi? Parce que quand on arrive sur Internet, on peut croire tout ce qu'on nous dit. On peut être en mode béni, oui, oui, et gober tout ce qu'on nous raconte. Moi, j'ai été victime, c'est pour ça que je viens raconter mon expérience. Moi, j'ai été à suivre une dame très respectable qui nous vendait une formation et qui nous disait, on était au mois de septembre, qui nous disait d'ici décembre, vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent si vous achetez ma formation maintenant. Je vous dis pas à pas comment vous allez faire du dropshipping, c'est-à-dire acheter des produits, développer votre site internet pour vendre ces produits-là. Je vais vous fournir mon réseau, c'est-à-dire mon réseau de fournisseurs, et je vais vous dire pour ceux qui veulent vendre en Afrique, parce que le but c'était de vendre en Afrique, je vais vous dire comment vendre en Afrique avec tout ce qu'on connaît comme complications, le système de douane, de transport, de livraison des colis. Voilà, je me suis dit, bah oui, je ne peux pas faire tout ça sans acheter une formation pour connaître quoi faire. Et puis, si je veux le faire d'ici décembre, donc 3 mois seulement pour m'y mettre, bah, je dois acheter la formation parce qu'elle nous promettait aussi de nous aider à créer notre site internet
grâce à une formation qui nous coûtait vraiment, vraiment pas cher. Donc, une fois de plus, enfin, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, une fois la formation achetée, il n'y a rien eu de tout ça. Il y avait juste comment créer le site internet. Il fallait suivre un monsieur qui expliquait avec un bébé qui pleurait très très fort dans ses bras, à une vitesse mais colossale, hein, sur un live, comment faire. Donc, beaucoup de gens évidemment n'y arrivaient pas, moi y compris. Après, j'ai contacté la personne, la dame, pour dire, voilà, moi, je me suis déjà un peu débrouillée pour créer mon site. Comment est-ce que je fais pour bénéficier donc du réseau de fournisseurs? Comment est-ce que je fais pour la logistique? Ben, la dame, elle m'a envoyé bouler, quoi. En gros, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je me débrouille, qu'elle ne pouvait pas tout faire, que ce n'était pas à elle de me tenir la main, que ci, que ça, et que c'était pas normal de vouloir autant d'aide. Et pourtant, j'avais visionné des dizaines de vidéos de la personne, de cette personne, et j'avais bien entendu le message qui revenait que oui, on vous aide de A à Z. Et pour quasiment pas beaucoup d'euros, c'est sûr, mais c'était quand même des centaines d'euros, c'est pas rien non plus. Eh ben non. Donc, quand on dit la logistique, c'est tout hein, pour le commerce en ligne. Et surtout, si vous êtes en Afrique, c'est énormissime parce que aller résoudre les problèmes de coupure d'électricité, de fournisseurs qui fournissent au monde entier sauf en Afrique, de clients qui sont comme tous les clients du monde, c'est-à-dire impatients de recevoir leur colis et que vous retrouvez dans des problèmes. C'est-à-dire vous retrouvez avec les coûts de la douane élevés et puis des vols de colis et puis beaucoup, beaucoup de choses, quoi, beaucoup d'autres problèmes. Bref, beaucoup d'arnaques. À bon entendeur, salut!